Bienvenue dans ce nouvel épisode des Gros Mots. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on accueille une invitée spéciale comme souvent. Elle s'appelle Karine Deleusse. Elle est psychologue, psychothérapeute et aussi cyberaddictologue. Bonjour Karine et merci d'être là. Bonjour Nancy et merci de m'avoir invitée. Ravie. Je pense qu'on va se dire beaucoup de choses dans ce format, mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est ce terme de cyberaddictologue ? Alors, cyberaddictologue, c'est un mot assez nouveau qui n'existait pas, on va dire, il y a une quinzaine d'années, qui a commencé à faire émergence avec tous les sujets d'écran et les symptômes. Moi étant psychothérapeute, psychologue de formation et psychothérapeute, et me consacrant à l'étude de la surexposition aux écrans depuis 12 ans, il a fallu trouver, on va dire, un titre qui se distinguait pour que les gens puissent se rendre compte que ça devenait une spécialité, que ça devenait un problème, donc une spécialité. Vous êtes la première à avoir un peu apporté ce thème-là, à avoir posé la lumière sur ce terme-là finalement. Il y a 12 ans, en tout cas, il n'y avait pas grand monde. Ce que je fais généralement dans ce format des gros mots, c'est que le concept, c'est de demander à mes invités de poser un gros mot sur la table, quelque chose qui les fait souffrir, qui les dérange, qui les embête. Et c'est un peu particulier aujourd'hui parce que moi, j'ai envie de vous parler d'un gros mot en particulier qui me touche. C'est que je suis quasiment persuadée que je suis accro-dépendante à mes écrans et plus particulièrement à mon téléphone. Mais ce qui me fait dire ça, c'est que la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est que j'éteins mon réveil, je regarde mes notifications et je suis sur mon téléphone. Et la dernière chose que je fais, c'est que je vais sur TikTok et je scrolle infiniment et je m'endors ensuite. Est-ce qu'on peut considérer que je suis dans l'échelle de la population qui est addict à son téléphone? Oui, puisque c'est une connexion continue finalement. À part le moment où vous dormez, où vous êtes tout le temps connecté. Alors, moi, il y a une définition que j'aime beaucoup de l'addiction qui est, c'est quand on ne peut pas faire sans. On se rend compte qu'on est addict, dépendant, quand on n'a pas accès finalement, bon là on parle d'écran, on va pas parler des autres addictions, quand on n'a pas accès à son écran. Si ça provoque un comportement excessif, des émotions débordantes, de l'angoisse, de la colère, de la fébrilité, qu'on peut plus se concentrer à rien, c'est qu'on est quand même plutôt du côté de la dépendance que de l'usage. Les gens se cachent beaucoup derrière l'usage. Derrière, c'est l'époque, c'est le progrès, et puis c'est l'usage. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas être un acteur de cette société si on n'est pas connecté. Puisqu'il y a des injonctions à connexion pour tout. Vous voulez faire un passeport, vous voulez prendre un rendez-vous chez un docteur. Enfin, de toute façon, maintenant, l'école, enfin, on est connecté de partout. Donc, être un acteur aujourd'hui fait qu'il faut être connecté. Après, j'ai envie de dire, il y a quand même une subtilité à amener. On parle beaucoup d'addiction. Je pense que c'était le cas au début, quand ça a commencé. On pouvait dire, tiens, il y a une petite dépendance. Aujourd'hui, avec l'ampleur du numérique dans nos vies, partout, dans tous les pans de vie, je pense qu'on n'est plus addict, je pense qu'on est conditionné. Selon moi, pour moi, en tout cas, dans mon analyse, on est au stade supérieur. Donc, oui, vous avez commencé, Nancy, par me dire cyberaddictologue. Je me suis trouvée cyberaddictologue. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que je suis analyste et spécialiste de la relation aux écrans, parce que cyberaddictologue n'est plus si juste que ça. Et l'addiction, c'est pas tout à fait le terme. Et alors, c'est affreux à dire parce que c'est pas un très joli mot, mais pour moi, on est dans le conditionnement. Alors, vous voyez, je vous dis, voilà, je suis persuadée que je suis accro aux écrans, donc je m'en rends compte, je le verbalise. Est-ce que vous avez des patients, par exemple, en consultation, qui viennent parce que vous faites donc les enfants, les adolescents, les adultes et aussi les personnes âgées, on va en parler après. Est-ce que la première étape, c'est de s'en rendre compte? Ou est-ce qu'avant ça, il y a des personnes qui sont un petit peu traînées par leurs parents dans votre cabinet pour dire, là, il y a un problème, il faut qu'on le règle? Oui. Alors, le mécanisme principal de défense de l'addiction, c'est le déni. Donc, on a toujours cette tendance à dire, bah non, mais c'est normal, c'est l'usage, ou moi, je peux m'arrêter quand je veux. Oui, j'en fais un peu trop, mais ça va. Ou on a toujours des bonnes raisons, en tout cas. Donc déjà, le déni, c'est un mécanisme de défense que la majorité des personnes utilisent. Après, dans la population des adolescents, ça, c'est une population
sont très particulières, puisqu'en effet, ce sont les parents qui les amènent, et c'est toujours la même scène. Alors, je pourrais presque vous la faire. Donc, vous avez les parents qui sont tendus, ils sont crispés. Les adolescents, je suis désolée, je vais les caricaturer un peu, je les adore, mais donc ils sont un peu hypotoniques, ils sont mous, ils ont la tête baissée, ils mettent la capuche et ils viennent là parce que on leur a fait un petit chantage, parce qu'ils veulent pas venir, on a dû les traîner, et donc ils vont dire oh non, moi j'ai aucun problème avec mes écrans, ils y connaissent rien, et puis là on va assister à une discussion un peu surréaliste, même dans le rapport de respect aux parents, et on se rend compte que là il y a le lien est coupé, c'est le cas de le dire. Voilà. Les adolescents, c'est la première population qui consulte sur demande des parents. La deuxième population qui consulte de plus en plus, ce sont les trentenaires. Alors, souvent, voilà, j'ai 30 ans et ça fait 10 ans que je suis sur les écrans, j'ai rien fait. Bon, après, dans tout ce qu'on imagine devoir atteindre de statut dans la société, bon, voilà, où il y en a qui disent j'ai pas acheté, j'ai pas d'appartement, je suis pas en couple, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de travail, j'ai pas de, voilà. Ça fait 10 ans que je suis et là, j'ai peur parce que je me rends compte que j'ai 30 ans et que la vie passe. Voilà. J'ai beaucoup de personnes qui sont en profession indépendante, des trentenaires, qui sont gênées dans leur travail. Parce que ils sont tout le temps en train de regarder leur écran. Alors, en général, c'est pour consulter X. Donc, chaque notification. Donc, ils sont tout le temps interrompus. Ou pour les séries. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui les parasite sur leur lieu de travail. Pour ceux qui sont à la maison ou qui sont en télétravail, oui, ils ont beaucoup de mal. Ils se rendent compte qu'ils sont pas productifs, donc finalement, ils travaillent le soir, ils sont obligés de travailler la nuit parce qu'ils sont obligés de voilà, et ils perdent du rythme en fait, du rythme, du réel. On a parlé des ados, enfants, on a les adultes trentenaires. Est-ce que vous avez une autre cible aussi? Là, on a une cible qui devient galopante, ce sont les personnes âgées qui ont découvert le numérique, et des personnes qui sont isolées et qui vont tomber dans le numérique un peu comme avec un accompagnement, et qui vont rester connectés des heures sur des séries. Après voilà, il y en a qui font d'autres utilisations, qui se font arnaquer beaucoup. Il y a beaucoup d'arnaques chez les. Là, j'ai une patiente, elle s'est mise sur un site pour personnes. On va dire troisième âge. Et donc elle est tombée sur un homme de troisième âge, très élégant, très séducteur, tout ça. Et en fait, c'est un escroc. Oh là là. Voilà. Et donc elle s'est fait piéger, j'imagine, sur le dernier rendez-vous. Voilà, elle s'en est heureusement assez vite rendue compte, mais elle pensait vraiment avoir rencontré l'amour, enfin et voilà, enfin bon, ça c'est une arnaque comme d'autres, mais il y a des arnaques un peu plus embêtantes avec de l'argent, voilà. Alors on parle des personnes âgées, on parle en effet du fait que nous on s'en rend compte aussi, je pense, notre génération, depuis le Covid, il y a eu une vraie accélération aussi de l'isolement. Social qui s'est transformé en un truc virtuel dans lequel on se réfugie. Je sais que moi je suis prof à la fac, je sais que mes étudiants pendant des mois et des mois ont suivi des cours à distance, en ligne, ils ont perdu le contact avec leurs professeurs, même le boulot au niveau du télétravail, c'est devenu tout un nouveau truc dans cet écosystème. Est-ce que vous pensez que l'arrivée du Covid a aussi favorisé ces dépendances aux écrans, ces comportements un peu plus addictifs Alors je pense que ça a accéléré. Et ça a déclenché quelque chose qui était quand même en marche. Avec le Covid, il y a eu l'injonction de rester enfermé. Donc, ça a légitimé quelque chose de cette hyper-connexion, de cette illimitée de connexion, puisqu'il y avait une bonne raison à ça. Et d'ailleurs, c'était même une raison de santé mentale de dire il faut faire quelque chose puisqu'on pouvait rien faire. Donc là il y a eu c'est bon, vous pouvez y aller, connectez-vous même le plus possible, et donc c'est venu en effet remplir du vide, remplir de l'angoisse, de l'isolement. Donc je pense en effet que ça
ça a pas fait du bien, mais pas simplement parce que les gens étaient angoissés, étaient tristes, mais c'est parce que je pense que ça a vraiment permis quelque chose. Et moi, ce que je pense de l'hyperconnexion, c'est que c'est une façon de retourner à l'intérieur. C'est un intérieur à l'intérieur d'un intérieur. Alors, un intérieur parce que souvent on est à la maison, on est dans sa chambre pour les ados. Et on est dans l'écran. Donc on en est à 3 parois entre soi et le monde. Et finalement c'est vraiment mettre un écran. Moi je dis l'écran fait écran et les consoles console. C'est vraiment mettre un écran entre soi et le monde. Alors pendant le Covid, c'était l'écran, c'était la protection salvatrice. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est resté quelque chose de cet ordre-là aussi, qui fait qu'aujourd'hui, les ados, tout d'un coup, ce truc qui était très bien, devient aussi dangereux. Ils ont du mal à faire le lien. Je me souviens, moi, que mes étudiants, ils ont une peur qu'on observe assez facilement, qui est ce truc de se dire, j'ai peur de sortir de chez moi, je suis plus confortable chez moi, parce qu'en fait, tout ce que je peux trouver et qui est en lien avec le monde extérieur, je peux aller sur Internet et le trouver. Oui. Et je pense que, en effet, le Covid et ce que vous traduisez là, ça a eu une influence assez tragique sur eux, qui est de se dire, je ne sors pas justement de ces parois-là, parce qu'en fait, je suis pas certaine d'y trouver quelque chose en plus qui me plaise, quoi. Oui, alors, ça, c'est très juste, Nancy, ça, c'est très important, parce que je pense que le problème des écrans n'est pas tant un problème des écrans, je pense que c'est un mal de vivre, et c'est un mal du réel. Donc, en effet, le réel fait peur. Alors, je pense que le Covid, en effet, a été un moment qui venait dire, ah oui, en effet, le monde est dangereux. Mais oui, ils ont une peur du réel, et ils sont extrêmement forts pour connaître toute la vie numérique et tout ce qui s'y passe, mais pour autant, ils ne connaissent pas la vie. Ouais, c'est vrai. Et ils la connaissent pas. Ils ont pas forcément envie de la connaître non plus, parce que elle leur donne pas forcément envie. On a un outil qui est un outil magique, qui est vraiment extraordinaire. Et alors, entendez dans extraordinaire, qui vient nous sortir du quotidien et de l'ordinaire. Et finalement, voilà, c'est beaucoup plus rassurant pour eux. Ils y ont tout ce qu'ils veulent et même ce qu'ils n'ont pas imaginé. Ils ont plus. Donc voilà, la vie est beaucoup plus, elle est beaucoup plus limitée dans ce qu'elle propose. Vous savez, dans le réel, en fait, on a entre 60 et 80% d'ordinaire, de quotidien. Voilà, on fait sa journée, on fait des choses ordinaires, et on va dire qu'on peut faire 20% d'extraordinaire. C'est-à-dire une sortie, un moment chouette, voilà. Pareil, dans une journée, dans 24 heures, il y a 3/4 du temps où on est réveillé, et l'autre tiers, le quart qui reste, finalement, on dort. Donc on n'est pas dans le réel. On est dans notre inconscient, on dort. Donc on n'est pas dans l'ordinaire, on est encore dans l'extraordinaire. Donc on a ce rapport-là qui est 70%, 30%. Avec les écrans, les choses se sont inversées. On est dans 70%, 80% d'extraordinaire, et on fait une pause d'extraordinaire pour de l'ordinaire. On est tout le temps connecté, et il faut pouvoir le reconnaître, parce que c'est pas dire on est nul, on a raté, ou c'est pas du tout ça, mais c'est important de bien regarder les choses si on veut bien les traiter. La réalité, c'est qu'on fait des pauses de connexion en mettant un peu de vie, et non plus le contraire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est terrible. Enfin, quand on le pose comme ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, vous savez, j'aime bien donner cette image. Vous avez vu Mary Poppins? Oui. Dans Mary Poppins, elle emmène les enfants à un moment sauter dans un dessin. Et ben, ça, c'est ça le numérique. C'est-à-dire, hop, pourquoi pas? Je veux dire, c'est chouette. Puis on a besoin de plaisir, on a besoin de s'amuser, on a besoin de rêver. Donc, allez les enfants, on saute dans le dessin, et là ils vont faire le manège, ils vont prendre le thé, ils vont rigoler, ils vont monter au plafond, c'est super sympa, mais à un moment, ils rentrent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent, et hop, Mary Poppins, elle leur dit, le bain, la chambre, au lit, et puis hop, bon. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Sauf que là, c'est le dessin en permanence.
Ils en sortent jamais. Ils en sortent jamais. Ça me fait penser à un passage de votre livre que j'ai adoré, qui s'appelle donc Sous écran total. Je vous invite tous à lire ce bouquin, je le mettrai en description, en bio de la vidéo. Donc ça s'appelle Sous écran total, du mythe de l'homme augmenté à la cyberaddiction. Et donc il y a un passage dans lequel vous avez une approche hyper scientifique et clinique en parlant d'une expérience de 2 scientifiques dans les années 50 qui décident de poser une puce sur une partie supérieure du cerveau de plusieurs rats. Et donc, en fait, on fait comprendre aux rats qu'ils peuvent ils peuvent s'auto-stimuler en appuyant sur un levier et générer donc une dose de plaisir. Et dans cette expérience, il me semble, vous me dites si je me trompe, mais on se rend compte qu'en fait, une fois que les rats ont compris qu'ils pouvaient eux-mêmes activer ce levier-là et avoir cette charge de plaisir en continu, ils en oubliaient tout le reste. C'est-à-dire qu'ils oubliaient de s'alimenter, de boire, de dormir. Et finalement, ils sont obsédés par cette sensation de plaisir, au point que les chercheurs finissent par les sauver en débranchant le courant. Ça fait évidemment le parallèle avec nos vies à nous, sauf que dans notre malchance, on n'a pas les chercheurs pour couper ce courant-là. Est-ce que pour vous, ce parallèle, il est évident aujourd'hui quand on regarde les comportements humains? Finalement, on est dans la même position et la même posture que ces animaux-là? Oui, et on est surtout dans le fait de confondre le plaisir et le bonheur. Parce que le plaisir, c'est la dopamine, mais le bonheur, c'est la sérotonine, c'est le bien-être. On se fait des énormes shoots de dopamine en permanence, auxquels on a de plus en plus finalement besoin, puisque on a besoin de temps de plus en plus rapprochés. Parce que une décharge ne suffit plus pour avoir l'effet du début. Et donc, on pense qu'on est heureux, sauf qu'on est en fait hyper stimulé, mais on n'est pas heureux. On tombe même dans la dépression. Ah ouais. À force d'être surstimulé par tout ça. Donc on est en perte de sérotonine en fait. Et ça c'est hyper paradoxal parce que, je prends mon exemple, quand je suis sur mon téléphone et que je suis sur mes réseaux sociaux, c'est bête mais j'ai l'impression que je suis comblée par quelque chose. Je pourrais pas vous le décrire mais j'ai l'impression que de consulter tout ça, ça me met dans un état de plénitude alors que finalement j'en suis prisonnière quoi. Ouais, alors ça c'est hyper important ce que vous êtes en train de dire, parce que à mon avis, c'est le point central de ce qu'on peut dire la dépendance aux écrans, en tout cas de toute cette énorme problématique. Parce qu'on parle beaucoup de dopamine, c'est un aspect, c'est une vérité, on va pas revenir sur tout ce qu'on sait, on en entend partout, on le sait, voilà. Mais c'est pas l'ensemble. Il se passe autre chose. Alors moi, je suis analyste, donc je vais vous parler d'inconscient. Comme je dis, c'est ma paroisse, je peux pas vous parler d'autre chose. Mais ce que vous êtes en train de décrire, ça peut ressembler à ça. Un bébé avec un biberon, et puis qui est là, et qui ingurgite son biberon, qui se remplit, qui a son bon petit ventre qui est plein, qui est bien, qui est apaisé, qui peut s'endormir, qui plane, qui flotte. En fait, c'est très régressif. On est exactement dans cette même... D'ailleurs, qu'est-ce que les ados adorent faire, mais même les non-ados, on aime être allongé ou avachi. Les ados dans leur lit, c'est encore mieux. Ils ont le téléphone de la même façon qu'ils tiendraient un biberon, et on ingurgite. On veut pas être dérangé, et on est mou, et on est dans cette hypotonie. Vous savez, cette hypotonie du bébé, comme ça, et on plane. C'est exactement ce que vous décrivez. Donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement régressif, et qu'il y a une chose dans la vie qui est irréversible, c'est de sortir du ventre de sa mère, et on n'y rentre plus jamais. J'aime bien dire à mes patients, moi j'en ai jamais vu qui sont retournés. Donc voilà, c'est définitif et c'est irréversible. Et là, on a un téléphone qui vient et qui vous dit allez, viens dedans, moi je t'emmène. J'ai un podcast qui s'appelle Les écrans dans la peau, et j'ai un épisode dedans qui s'appelle Bienvenue dans le pixel amniotique. Parce que en effet, on retrouve ces sensations où finalement on est coupé de l'extérieur en parfaite protection avec Big Mother qui nous nous porte et qui nous biberonne, et puis on veut rien de plus. On veut rien de plus, on ne veut pas penser, on veut juste se laisser porter et emporter. Et là, c'est un outil qui propose cette régression-là. Et c'est terrifiant.
Bah oui, mais c'est pour ça que quand les ados, je leur dis, mais surtout ne fais pas de scrolling dans ton lit, c'est trop bon. Non mais c'est vrai, c'est trop mais bon. Vraiment. On va pas, c'est trop bon. Donc t'arrêter, mais qui a envie de sortir d'un truc trop bon? Dans ce bouquin, vous parlez aussi du fait que souvent l'addiction aux écrans, elle peut traduire un manque ou le fait qu'on ait envie de substituer quelque chose ou qu'on ait une douleur ou qu'on ait besoin de combler quelque chose. Est-ce que c'est possible qu'on s'en rende pas compte de ça? On s'en rend pas compte. Enfin, il faut vraiment avoir une expérience forte ou un traumatisme pour repérer que oui, là j'ai vraiment un manque ou vous voyez. Mais sinon sur des petits sur du quotidien, on se dit pas je suis en manque. Ouais. Et ben, vous voyez, en lisant votre bouquin, je me suis dit, Nancy, fais l'effort de réfléchir, toi qui es accro aux écrans, à ce manque-là. Est-ce qu'il y a un trauma, un truc qui fait que tu te tournes vers ton téléphone? Et je pense, je suis pas sûre, peut-être que vous allez pouvoir m'en dire plus, mais j'ai une peur bleue de vivre ma vie de l'autre côté, enfin dans la vraie vie. Et j'ai une peur bleue de concrétiser mes ambitions, de me dire que c'est possible que je puisse accomplir des choses. Et du coup, je me dis, pardon, c'était pas prévu du tout. À ce moment précis de la conversation, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je perdais parfois un temps fou à me mentir, à me raconter des histoires, à trouver de belles excuses pour ne pas bouger, pour ne pas faire, pour ne pas risquer. Parce que c'est plus simple de scroller que de se confronter à ses propres peurs. Parce que le téléphone, c'est un peu un refuge, une paroi silencieuse derrière laquelle on s'abrite. On vaut mieux que ce défilement sans fin qui nous éloigne de nous-mêmes. On a une histoire à écrire, la nôtre, pas celle qu'on regarde passer, pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors la prochaine fois que tu sens les minutes s'effacer en scrollant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je suis en train de fuir? Et surtout, qu'est-ce que je suis en train de rater? Parce qu'à force de regarder la vie derrière un écran, on finit par oublier qu'on a la nôtre entre les mains. Et elle mérite vraiment mieux que ça. Elle mérite qu'on la vive. Je pense que la peur de vivre et de concrétiser des choses dans le réel, en tout cas moi, elle me paralyse tellement parce qu'elle me paraît tellement plus compliquée à atteindre que de prendre mon téléphone et de regarder des gens qui font la même chose que moi, qui font du podcast ou qui font des émissions, que je me dis mais en fait, je peux pas aller chercher autant d'efforts en moi alors que devant moi j'ai des gens qui le font. C'est mieux de consommer quelque chose, un rêve, c'est mieux de le voir là. Il a déjà été exaucé, il a été traversé par quelqu'un. Pourquoi est-ce que moi, je vais solliciter tout ce qu'il y a dans mes tripes pour faire un truc qui a été fait 1000 fois? Ça renvoie un petit peu aux angoisses de mort aussi, parce que dans une vie, la vie, on meurt. Comme je dis, on va tous mourir. Entre-temps, on n'a rien d'autre à faire que de vivre. Et donc, il y a un espèce de truc de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de cette vie unique Et on a peur de se tromper. Ah mais oui. Oh, ça terrible. Voilà, on a peur de se tromper, donc tant qu'on n'a pas passé le cap, on se dit on a encore toutes ses chances, on n'a pas cramé ses cartouches, voilà. Mais après, vous savez, Nancy, si on filmait les gens dans ce qu'ils font au quotidien, vous savez ce que vous verriez? Vous seriez en train de regarder des gens qui font ça tout le temps. Ouais, c'est vrai. Pour de vrai. C'est non, vrai. mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce que les gens filment, ce qu'on voit, ça dure quelques secondes. Parce que dans leur 80% de quotidien, si on les regardait, personne les regarderait, en fait. C'est vrai. Dans leur vie. Vous regarderiez quelqu'un pendant des heures scroller? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui. Donc. Et ça, vous voyez, c'est la facette nocive, justement. C'est-à-dire que nous, en tant que créateurs de contenu, on voit des trucs en plus passer d'une qualité, d'un niveau d'exécution en termes de production, d'image, de son. On se dit, mais les mecs, il y a des équipes pas possibles derrière, ils produisent, etc. Et vous voyez, c'est vrai ce que vous dites quand vous dites, mais si je voyais vraiment ces gens-là dans la vraie vie au quotidien,
évidemment que je pense que tous les soirs, potentiellement un soir sur deux, ils sont sur TikTok en train de scroller, et puis le lendemain, ils font leur émission, ils la montent, et en fait, même nous, on oublie en fait ce côté presque double vie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu une double identité réseaux sociaux / vie personnelle qui s'entremêlent? Oui, je pense vraiment. Oui. Mais de toute façon, c'est un besoin d'identité qu'on va chercher. C'est un besoin d'identité valorisante, positive qu'on va chercher sur nos écrans, à participer ou à regarder pour s'identifier. À partir du moment où on a une identité positive dans sa vie, dans son réel, on n'a pas tellement envie d'être sur son écran. On a autre chose à faire. On est tellement content de faire ce qu'on est en train de faire. Très souvent, c'est l'inverse qui se passe. Ouais. Les gens qui sont bien, qui sont heureux, qui sont occupés, qui s'inscrivent dans leur réel, ils ont pas le temps de faire des réels. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on utilise tellement des réels. Non, mais franchement. Ouais, c'est vrai. Et puis alors, ce terme aussi, vous avez vu, c'est IRL. IRL, ouais. IRL. Mais vous le prononcez, ça fait irréel, alors que c'est pour dire in real life. Ouais, c'est vrai. La confusion, elle est toujours entretenue. Donc c'est très difficile de faire la part des choses. On a l'impression que ces deux mondes s'entremêlent. On a aussi, je trouve, une fâcheuse tendance à s'habituer à quelque chose qui est absolument terrible, que je fais souvent. C'est ce truc super voyeuriste de se dire... Je vais aller voir ce que fait le voisin sur Instagram, pour me conforter dans l'idée que ouais, c'est pas terrible ce qu'il fait, ça va. Et c'est terrible à dire, mais on a tellement la critique plus facile quand on met ce vêtement de notre identité numérique, parce que je trouve qu'on se sent plus à l'abri. C'est plus facile de critiquer de loin. Et puis il y a un truc hyper confortant, réconfortant dans ce truc de se dire il a sorti un podcast, je l'aurais pas fait comme ça. Comment on peut l'expliquer, ce besoin presque de se réconforter? J'avais vu une étude il y a quelques années qui donnait la définition de son propre bonheur, et en fait les gens avaient donné comme réponse que c'était en fonction de l'autre. C'est-à-dire en fonction de ce que l'autre a ou n'a pas, ou si l'autre est en mauvaise santé, que moi je suis en bonne santé, c'est que ça va, je peux m'estimer heureuse. Si moi j'ai ça et que c'est une comparaison permanente par rapport à l'autre, d'autant plus dans une société où les limites sont fragiles. Comme je dis, on sait plus bien où sont les limites. C'est très difficile de savoir quelles sont ses propres limites et quel est le bien, quel est le mal. Surtout qu'en plus, avec le numérique, comme c'est tellement magique, on sait plus bien ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Donc la notion de réel, elle est vraiment, vraiment en train de s'estomper. Vous parlez de limites, justement. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réussir à les poser, ces limites? Oui, moi je trouve que c'est intéressant de s'intéresser sur son rapport à son écran, et savoir ce qu'on a envie d'en faire et ce qu'on en fait. Mais de se poser aussi la question dans sa vie, pas seulement sur l'écran. De toute façon, c'est par une reconnexion au réel qu'on arrive à gérer sa connexion aux écrans. Aujourd'hui, le discours est « attention, c'est dangereux », voilà, on fait des constats. Oui, on perd de l'attention, on perd tout ça. Bon, c'est très important de faire ces constats. Maintenant, dans les conseils qui sont donnés, on est plus sur des conseils de limitation, ce qui est important. Mais c'est vécu comment du côté du jeune ou de la nouvelle génération? Comme une perte. C'est-à-dire qu'il faudrait se couper, il faudrait arrêter, il faudrait diminuer. Oui, c'est un fait. Mais en fait, si on n'est que du côté de la perte, personne n'a envie de se tenir du côté de la perte. Il faut absolument que de l'autre côté, dans la proposition, il y ait quelque chose du gain. On accepte d'arrêter que quelque chose si on est gagnant. Ouais, c'est vrai. Et pour l'instant, on dit, on met perte sur perte. Attention, parce que sinon tu vas perdre tes capacités. Attention, parce que tu vas perdre. Et tout est du côté de la perte. Et en fait, on est dans un discours extrêmement angoissant. Pour autant, c'est important de le dire, parce qu'il faut quand même pointer la réalité. Mais maintenant, ce qui va être important, c'est d'aider tous ces jeunes à comprendre ce que ça peut leur faire gagner dans le réel. Parce que bon, aujourd'hui, on peut leur dire c'est super, tu vas arrêter de faire des écrans, tu vas aller faire du sport ou tu vas prendre un bouquin.
Non, mais avant de retrouver cette envie-là, je veux dire, c'est pas possible. Il faut, c'est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. C'est super intéressant ce que vous dites parce que je trouve que chez beaucoup de jeunes, ils ont une peur bleue de se dire si moi je suis pas sur les réseaux et si je suis pas les dernières tendances et que je suis pas au courant de ce qui se passe, je vais être en décalage avec les autres et du coup potentiellement je peux être une cible de cyberharcèlement ou dans la cour de récré parce que ce décalage il serait trop fort et du coup si je suis entre guillemets je caricature si je suis le petit gars qui va courir ou promener son chien au lieu d'être sur TikTok, je passe à côté de tout et du coup je suis en marge et du coup je suis pas comme les autres et du coup je suis une cible. C'est quelque chose que vous rencontrez ça dans vos consultations? Oui, beaucoup. Mais même des étudiants me le disent. Je suis obligée, je suis tout le temps connectée parce que j'ai tout le temps peur de louper un événement. Et de pas faire partie de cette vie étudiante, de ce qui va se passer. Donc au lycée c'est pareil, au collège c'est pareil. Ouais. Il y a un phénomène qui est arrivé en flèche ces dernières années, c'est justement le cyberharcèlement. Est-ce que vous avez été face à certains cas qui peut-être vous ont marqué dans votre carrière en lien avec un ado ou un jeune ou un étudiant qui a pu être victime de ça et qui a peut-être eu derrière une utilisation plus modérée des réseaux ou pas spécialement? J'ai eu des victimes de harcèlement. Alors c'est vrai que c'est très très violent de se prendre la réalité en face pour ces jeunes. Donc la réalité de leurs photos qui circulent ou de ce qui peut être dit sur eux et qui fait quotidien dans les cours dans les cours de récréation et dans les groupes. Donc en général on tombe vraiment sur quelque chose de l'ordre du traumatisme et dépressif. Alors est-ce que cette personne-là ça change son rapport au réseau? Je pense que oui, mais c'est pas ce qu'elle vient traiter elle pour l'instant. J'ai pas vraiment eu, et c'est étrange d'ailleurs parce que j'ai quand même depuis 12 ans j'ai eu pas mal de cas, j'ai peu eu de personnes harcelantes qui sont venues consulter parce qu'elles ont été harcelantes et qu'elles ont dépassé les bornes. Ça peut être arrivé d'avoir des jeunes qui ont fait des choses mais sans le vouloir. Et se sont rendus compte que c'était pas bien et voilà. Et ce qui est assez dingue aussi dans le cyberharcèlement, c'est peut-être aussi, je sais pas quels sont les mécanismes qui génèrent ça, mais je pense que les jeunes et beaucoup de cyberharceleurs ont l'impression que, évidemment, derrière leur écran, c'est beaucoup plus difficile de les retrouver. Évidemment, derrière leur écran, ils sont plus confortables parce qu'ils ont cette impression, vous parliez de parois et de murs, ils ont l'impression qu'ils sont protégés. Il y a des lois aujourd'hui de plus en plus qui permettent de retrouver l'IP d'un cyberharceleur, etc. Comment est-ce qu'on explique qu'un jeune aujourd'hui est capable de d'écrire sur les réseaux sociaux va mourir, va te suicider, tu seras mieux morte? Est-ce qu'il y a quelque chose psychologiquement qui se déclenche? Est-ce que le fait qu'il soit derrière un écran, c'est un accélérateur? Comment vous l'approchez ça? Alors oui, c'est un accélérateur et puis de toute façon, c'est toujours un problème de limite, puisque finalement les limites tombent avec les écrans. Parler de vie, parler de mort, c'est plus, ça n'a plus le même sens. Vous savez, ce sont des jeunes qui jouent à des jeux très très violents. Et puis ils meurent et ils revivent, ils recommencent une partie. Enfin voilà, il y a des jeux, vous les connaissez, je vais pas tous les décrire, mais voilà, où le but c'est d'aller prendre un flingue et d'aller tuer le plus de personnes possible. Et et ça c'est chouette et ça c'est encouragé. Et puis il faut qu'on reste le dernier, donc même si on doit écraser les autres. Enfin après, je veux dire, ça fait partie. Ça existe, c'est des jeux là maintenant c'est digital, mais ça existait dans les courses ou d'autres formes. Sauf que là ça a un pouvoir supérieur parce que on peut pointer du doigt quelqu'un très vite, c'est le principe du corbeau en fait. Il y a eu beaucoup de cas, notamment au Japon, un petit peu finalement à l'image de ces rats qui ont été testés, de jeunes gamers qui ont tellement joué, qui sont restés devant leurs jeux vidéo et qu'ils en ont oublié d'utiliser leurs fonctions vitales et de répondre à des besoins essentiels et primaires, et qui sont morts de faim ou morts parce qu'ils sont restés des heures et des heures devant leurs écrans. C'est quoi la solution à ça? C'est important de dire que l'objet est négatif,
Mais c'est pas seulement une question d'objet, c'est aussi une question de personne, de situation et de contexte. On n'est pas tous à égalité face à l'addiction. Mais pour répondre à votre question, comme là, oui, là il faut couper et puis il faut un sevrage, une hospitalisation. Mais c'est vrai que tout cet afflux dopaminergique devient plus important que les besoins naturels du corps, qui sont de manger, boire, dormir. Voilà. Et c'est là où on perd le sens du réel. Ouais. De toute façon, c'est un problème, c'est vraiment un problème de limite. Vous savez, on dit Internet, Internet éternel, ça sonne un peu pareil. Et le numérique est un espace atemporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temporalité. Nous, dans notre réalité, on est régi par le temps. Donc le temps, c'est le mouvement. Et donc, on a les heures qui passent quand on est sur les écrans. Le temps passe ou ne passe pas, on sait même pas. Il n'y a pas de temporalité, vous voyez. Et il n'y a plus de mouvement d'ailleurs. On est dans un autre espace. Et moi, j'aime bien dire que finalement, le numérique, c'est presque une autre dimension. Mais le temps ne passe pas. Et donc, si le temps ne passe pas, on ne meurt pas. Ouais, complètement. Voilà, on ne vieillit pas. D'ailleurs, tout est fait, c'est un espace sur lequel on peut rester. D'abord, c'est très ludique. On est tous des enfants avec ce truc-là. C'est comme si on nous avait mis une baguette magique dans la main. Ouais. On a tous une baguette magique dans la main. On est tous des magiciens. Et on arrive à arrêter le temps, qui est quand même un grand fantasme. Et voilà. Et qui veut en sortir de ce truc-là? Personne. Et pourquoi ça touche énormément les adolescents? Parce qu'ils sont au sortir de l'enfance. Donc ça va être une séparation de l'enfance et d'une époque pour aller vers un monde d'adultes avec des responsabilités. Et tout d'un coup, il y a cet espace numérique qui est là et qui dit « Bon allez, viens faire un tour par là ». C'est un peu comme une salle d'attente. Ouais. Voilà. Et là, tu vas voir, tu peux rester un enfant et en même temps faire ce que tu veux comme un adulte. Mais personne n'a envie de sortir de ce truc-là. Vous voyez ? Et il y a aussi je trouve, des applications et des méthodes qui sont très semblables à la vraie vie. Dans le bouquin, vous parlez de WhatsApp, à un moment donné, et il y a un passage qui m'a frappée. Vous dites, finalement, WhatsApp, c'est un peu comme un dîner de famille ou une réunion de famille, c'est un peu comme une famille, finalement. Est-ce que vous pouvez un peu décrire ce que vous expliquez? Oui, alors on crée des groupes, comme en effet, comme un dîner, et puis on parle, et puis à un moment l'échange ne convient pas, ou on s'adresse pas assez à une personne, et hop, elle se lève, elle quitte la table, et là elle claque la porte. WhatsApp c'est comme ça, je sors du groupe, ou alors on fait venir des personnes dans un groupe qu'on n'a pas envie, mais parce que donc les gens sont embêtés, vont se parler par derrière. C'est exactement, c'est fait sur le même principe qu'un dîner de famille ou qu'un dîner d'amis, et les codes sont pareils. Quand on le voit par ce prisme, c'est terrifiant parce qu'on a l'impression du coup que c'est un substitut de notre vraie vie dans un autre monde qu'on maîtrise pas du tout. Et on devient dingue avec les notifications parce que dès qu'il y en a un du groupe ça sonne non-stop. C'est la cloche toutes les 5 minutes, à table. C'est la cloche qui sonne complètement. Donc ça, c'est terrible. Est-ce que vous êtes inquiète de la suite sur ce sujet-là? Vous pensez que ça va être pire? Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, mais ça fait longtemps que je le dis, c'est tout le côté psychotique. Parce que qui dit pas de limite, c'est quand même la porte d'entrée dans la psychose. Dans la dépression aussi, puisque la dépression pour de vrai est une psychose. Et on voit d'ailleurs, puisque on a un problème avec les émotions. Enfin, moi, je le vois vraiment en séance. Je trouve que les ados peuvent avoir avec leurs parents un comportement où on sent qu'il n'y a pas tellement d'affect qui se passe. C'est comme si la parentalité avait changé de camp, que le parent c'était devenu le parent écran, celui qui va vous dire tiens, regarde tes messages, t'es trop près de ton écran, parce que pareil que l'iPhone il fait ça maintenant, il dit quand vous êtes trop près, voilà, t'es trop près de ton écran, va boire tes verres d'eau, va faire pipi, enfin c'est vraiment un coaching permanent. Donc finalement, les ados arrivent à se détacher de leurs parents parce qu'ils passent à un autre parent, et leurs parents deviennent des intendants. Et on sent qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel. Enfin, moi, j'ai vu des parents dans des états terribles, dans des histoires terribles. Aucun affect déclenché du côté de l'ado, Aucun.
Et je trouve que les affects foutent le camp. Les émotions aussi. Et donc, s'il n'y a pas ça pour protéger de certains passages à l'acte, ça risque d'être compliqué. Et puis, je pense qu'on va avoir des pathologies au niveau narcissique, parce que c'est très difficile de se construire sur son image, l'image de soi, l'image du vieillissement, l'image du corps. Ça devient très 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 compliqué de savoir juste qui on est, puisqu'on peut être tout, et à être tout, on se sent rien. Et c'est vrai ce que vous dites aussi sur la notion de l'affect. Je me rends compte qu'on est plus on va consommer du contenu, par exemple sur TikTok, on voit des contenus qui sont hyper trash, hyper graves, qui sont en lien avec des problèmes de dépression, d'addiction, de mort. Et j'ai l'impression, parfois je me surprends à me rendre compte que je vois des choses qui sont terribles, terrifiantes et dramatiques sur mon téléphone, mais je deviens hermétique, c'est-à-dire que je ne suis plus choquée par des contenus qui, il y a quelques années, auraient pu m'empêcher de dormir. Et je pense que on est tellement surexposé à un flux de négativité sur TikTok, en plus, il va se baser évidemment l'algorithme sur ce que vous consommez, que ça entraîne des dérives absolument terribles du côté de jeunes qui sont déjà en situation de détresse, d'isolement. TikTok, c'est la seule application sur laquelle... On rentre, on y est directement, on est emporté, tout de suite. Il y a rien à faire, c'est déjà parti. Mais en effet, sur ces histoires de contenu sur lesquelles on devient de plus en plus hermétique, je me souviens en séance d'une jeune ado. Quand je dis jeune ado, c'est qu'elle était au collège. Et donc le sujet, ses parents me l'amenaient parce qu'ils avaient vu des consommations porno, enfin bon. Et donc j'étais toute seule avec elle en séance et elle m'expliquait que en fait ils regardaient tous évidemment du porno et que c'était un peu la surenchère, et toi t'as vu ci, t'as vu ça. Et donc ils voyaient des contenus très forts, et elle me disait alors tel quel, elle me dit franchement au début la zoophilie je trouvais ça dur, puis maintenant je regarde, je trouve plus dingue. Voilà. Je crois qu'elle avait 14 ans. Elle m'a dit au début, quand même, la première fois, ça me l'a fait un peu. Puis maintenant, je peux en regarder sans que ça me fasse. Je pense que c'est inadapté. On va pas le reconnaître aujourd'hui, parce que c'est trop tard qu'on l'a mis, et que tout le monde, que pour les jeunes aujourd'hui, ça fait partie d'eux, c'est comme un greffon. Mais c'est complètement inadapté. Il y a pas, quand je dis inadapté, ça veut dire que émotionnellement et sur leur développement émotionnel, psychique, affectif, ça vient heurter ce qui ne devrait pas. Il y a une notion que j'aimerais aborder avec vous. Qu'est-ce qu'on entend par pauvreté du réel? Est-ce que ça veut dire que du coup, le réel n'a pas la même valeur ou pas la même tenue hyper clinquante, hyper brillante que la vie numérique peut avoir? Comment on peut l'approcher, cette notion-là? Comme on est beaucoup dans l'extraordinaire, puisqu'on est beaucoup connecté, quand on revient dans le réel, parce que franchement on appelle ça revenir, le temps de se... Quand on revient dans le réel, ça paraît plus de l'ordinaire, ça paraît encore moins que l'ordinaire, comme si c'était pauvre. Parce qu'il y a tellement de richesses, il y a tellement de possibilités. C'est même pas tellement, c'est une infinie de possibilités, et ça va être de plus en plus comme ça. Le réel, il tient pas la distance. Il peut pas proposer quelque chose d'aussi, mais même pas fantastique. C'est même pas l'idée de proposer du fantastique. C'est simplement que dans son ordinaire et dans l'apaisement qu'il apporte aussi, parce que c'est ordinaire, c'est ce qu'on appelle le bien-être finalement. Parce que les écrans, on est à fond, c'est bon, c'est dopaminergique. Mais le réel, c'est là où on est censé être bien, être posé. On peut avoir des émotions fortes aussi dans le réel. Mais en attendant, il semble tellement pauvre alors qu'il ne l'est pas. Et comment, du coup, est-ce qu'on fait pour raccrocher les wagons et voir la richesse du réel? Mais il faut y aller. Il faut y aller. De toute façon, à partir du moment où on arrête les écrans, c'est important de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans le réel ? On n'a pas envie, déjà, une chose est sûre, quand on est sur un écran, on n'aura jamais envie de faire autre chose.
Ouais. Donc si on n'y pense pas au préalable, si on n'y pense pas avant, si on prépare pas quelque chose, on va pas se dire en faisant de l'écran, tiens, est-ce que j'ai envie de faire ci, est-ce que j'ai envie de faire ça. Le terme de envie ne vient pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans envie, c'est en un mot, et on n'a pas envie comme on n'a pas envie en deux mots, envie dans le réel. Il faut à un moment se dire, tiens, redécouvrir le réel. Et redécouvrir les sensations. Il y a un livre que j'aimais beaucoup de Delerme qui s'appelle La première gorgée de bière. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pas du tout. Il décrit les sensations des petites choses de la vie. Alors, à un moment, il décrit la première gorgée de bière avec quand il y a la mousse qui vient sur les lèvres. Il y a aussi les petits cailloux dans les poches. Vous savez, les enfants qui ramènent ça. On a les doigts de pied dans l'herbe ou les cerises qu'on mange dans les doigts. Et c'est tellement joliment raconté. Et ça ramène aux émotions. Parce que le problème du numérique, c'est qu'on n'a pas d'émotions. Donc, on va retrouver le réel joli parce qu'on va ressentir des émotions. Donc il faudrait se déconditionner pour se reconditionner à rentrer dans le réel. Oui, avec une intention. Par exemple, quand vous ne sortez jamais de chez vous, ou alors là c'est un cas particulier, mais on sort jamais de chez soi, on descend son escalier, on se retrouve en bas et on se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ? Non, on sort de chez soi parce qu'on a une intention, on se dit tiens, là je vais aller voir une copine, ou je vais au resto, ou je vais travailler, on prend ses clés, son manteau, on descend. Mais on va pas tout d'un coup, on est là assis, puis on se lève, on prend son manteau, on descend en bas et on se dit bon, et maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, ça marche pas. Donc c'est parce qu'on a une intention qu'on va revenir vers le réel. Pour y faire quelque chose, ou pour y découvrir quelque chose. Parfois on peut se dire tiens, je vais faire ci, et puis au détour, on se retrouve à faire autre chose. On a abordé aussi une notion que j'aimerais pousser un peu plus en détail, c'est la notion de tout devient grand, tout devient sublime à travers un écran, mais nous, on rapetissit quoi, on se lyophilise presque. On se rétrécit. Comment est-ce que c'est possible d'en arriver là et est-ce que vous pensez que c'est une chute qui va être rapide ? Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Il y a Marius Bertolucci qui a sorti un livre qui est super, qui parle de l'homme diminué. Parce qu'on n'arrête pas de dire que aujourd'hui c'est l'intelligence, l'homme augmenté par l'intelligence artificielle. Voilà. Pour de vrai, il y a que l'intelligence qui est grandie. L'intelligence artificielle, je suis pas sûre que l'homme est en train de grandir, puisque au contraire, je trouve que si on commence à regarder, les profs sont grandement remplacés par les écrans. Les parents sont remplacés par les écrans. Maintenant, les personnes consultent ChatGPT pour des conseils psy. Donc les psys sont remplacés par l'intelligence artificielle. Les traducteurs, les interprètes. Nous, on est en train de diminuer dans nos capacités. On a des applications pour tout. Donc ce qui veut dire t'inquiète pas, t'as plus besoin de penser, prends cette application, elle va te dire comment faire ça, elle va te dire comment faire. Donc on ne pense plus. Donc on réduit finalement notre façon d'analyser les choses, notre façon de les comprendre, et on est juste à prendre des réponses que l'intelligence artificielle nous fournit. Donc pour dire que oui, on est en train vous avez dit lyophiliser. Le risque, c'est qu'on soit en train de devenir des petites choses, un peu comme on parlait du bébé tout à l'heure, du bébé qui ingurgite des données. Voilà, on arrive un peu à cette immaturité psychique où on est là, on prend ce qu'on nous donne, on l'incorpore, on a le ventre plein, on est juste content et on n'a plus besoin d'autre chose. Je lisais un article il y a pas très longtemps qui disait que dans l'avenir, alors je ne sais pas de quel avenir il parle, à court terme, à moyen terme, mais que les espaces d'habitation allaient se réduire parce que les salons et les salles à manger avaient tendance à disparaître ou à devenir plus petits. Les gens passant beaucoup de temps sur les écrans et à regarder des séries n'ont plus tant besoin de cet espace-là convivial.
Ils rentrent du boulot, ils se mettent dans la chambre et ils sont sur leurs écrans. Donc voilà, tout est... En fait, on a l'impression que tout va à la réduction, alors que on nous vend quelque chose où on va pouvoir faire des choses formidables. La réalité, c'est qu'on fait plus rien, on fait plus que des écrans, on va être dans des espaces de plus en plus petits, avec des applications qui font tout pour nous. Bon, c'est pas très beau ce que je raconte. Mais c'est vrai en même temps. Voilà. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on nous a du coup mis dans les mains une techno et des outils qui nous ont rendus malades et dont on est malade aujourd'hui. Vous avez fait une super métaphore tout à l'heure en disant aujourd'hui c'est une société entre guillemets qui est tellement malade qu'on prescrit presque des heures d'écran. Toi t'as plus de 3 ans. Donc tu peux pendant 2 heures faire de l'écran. Est-ce qu'il y a un syndrome qui peut s'apparenter à ce mal de la société qu'on nous a finalement mis dans les mains Moi, ça me fait penser au syndrome de Munchausen par procuration. C'est quand on est empoisonné par quelqu'un qui ensuite va tout faire pour nous soigner. Donc c'est un peu particulier. Bon, c'est une pathologie. Il y a quand même quelque chose de ce registre-là, c'est-à-dire nous distribuer autant de numérique qui n'était pas approprié, en tout cas, ça c'est certain pour nos enfants, et dire oh là là, mais notre pauvre génération, elle est addicte, elle va pas bien, comment on va faire, on va leur prescrire des temps d'écran, tout ça. Ben oui, j'ai envie de dire, il est bien temps. Mais voilà, donc en plus de nous avoir fourni ça, on nous fournit maintenant des solutions. Donc il y a un espèce de commerce qui est en train de se faire aussi sur le traitement de l'addiction. Bon, ça, moi aussi, ça me pose question sur ce qu'on nous a donné à la base qui n'était pas approprié. Bon, maintenant c'est fait. Donc maintenant l'idée c'est pas de se dire on n'aurait pas dû. Je pense qu'il faut vraiment concentrer les efforts sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain, pour éviter qu'on tombe dans une fracture sociale grave qui serait cette génération lyophilisée là comme ça qui consomme des écrans et qui fait rien de sa vie. Enfin, désolée de l'image, elle est moche, mais voilà. Et cette autre génération très numérisée, très à l'aise avec le numérique, qui finalement a très bien compris comment s'en servir, qui va tirer les ficelles, qui va faire consommer les lyophilisés, et on va se retrouver un petit peu comme à une époque ancienne où on avait les gens de robe. Les gens de robe, c'était à l'époque l'Église, la médecine et la justice, parce qu'ils portaient des robes dans leur profession, qui avaient le savoir, et le peuple. Et alors le peuple, il était taxé par des impôts en veux-tu, en voilà, et il devait s'en référer à ces gens de robe parce qu'ils étaient les sachants. Et là, on risque de se retrouver avec des gens qui ne savent pas, mais qui ont des applications et qui demandent aux gens de robe numérique, on va dire, et c'est eux qui vont tout empocher quelque part. Et moi je trouve ça dramatique de revenir revenir, peut-être que c'est un peu exagéré ce que je dis, mais voilà, moi ça me fait vraiment penser à ça, et ça me fait peur. C'est l'idée qu'il va y avoir deux populations, une population qui sera devant l'écran, une population qui sera derrière l'écran, et ceux qui tirent les ficelles de ceux qui sont devant l'écran. Voilà. Comme un truc de marionnette, en fait. Est-ce que vous avez des conseils pour s'éloigner, se détacher des écrans, se reconditionner? Ça va être intéressant de chacun faire le point, déjà, sur sa situation. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire dans son réel? Si on ne trouve pas, se faire aider et comprendre ce qui nous a amené à trouver refuge dans les écrans pour ne plus affronter le réel. Et donc là, tout d'un coup, on part des écrans et on va se retrouver à comprendre qu'on n'a jamais eu confiance en soi pour ci, ou qu'on a peur de ça, qu'on a peur d'avancer, qu'on a peur du temps qui passe, parce que c'est ça la réalité du problème. C'est notre vie qui passe et ce temps qui passe. Et les écrans, alléluia, le temps ne passe plus. C'est intéressant de faire un état des lieux de sa consommation aussi. Pas simplement en termes de temps, mais en termes de contenu. Est-ce qu'on a une utilisation active de son écran? Est-ce qu'on a une utilisation passive? Alors, l'utilisation active, ça peut être aussi, je décide de me balader pendant 2 heures sur Instagram une fois par semaine. Voilà, ça peut être, je veux dire, si ça apporte du plaisir,
c'est pas mal d'avoir du plaisir. C'est ce qui est mal, c'est quand le plaisir se transforme au point d'en devenir une souffrance. Par contre, l'utilisation passive, c'est celle où on est sur l'écran parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on se retrouve là comme ça, on appelle ça zoner. Voilà. Ouais. Et ça, c'est celle-là qu'il faut réussir déjà à repérer et à retirer. Alors déjà, si on arrive à retrouver juste une utilisation active, franchement, c'est déjà pas mal. Après, il faut repérer les moments où on utilise son écran. Bon, on le touche, comme on a dit, 211 fois par jour. Non, on le touche pas 211 fois par jour, on le consulte 211 fois par jour. C'est encore plus terrifiant. Donc, bon. Là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir à quel moment j'ai besoin ou j'ai tendance à aller vers mon écran pour rien. En tout cas, c'est vrai qu'on ne commence pas sa journée par un écran. Parce que, alors c'est bien d'avoir un réveil qui n'est pas l'écran. Ouais. Hein. Ouais. Qui est un autre objet. Voilà, de remettre. En fait, ce qu'il faut, c'est remettre des objets dans sa vie. Alors, en tant que psy, j'entends objet à plusieurs sens du terme, d'accord? Donc l'objet pour l'objet, un objet, l'objet comme objectif aussi, et comme implanter des choses dans sa vie, c'est comme planter des graines, enfin avoir des choses, décorer sa maison, décorer son intérieur. Donc il faut remettre des objets qui ont la fonctionnalité qui va avec l'objet, parce que finalement notre téléphone, on appelle ça un téléphone, mais c'est bien ce qu'on fait le moins, c'est de téléphoner avec. C'est vrai. Donc c'est tout sauf un téléphone, mais c'est tout. Il est devenu tout. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on dit, c'est que voilà, on se lève, on met le pied par terre, le sang avec la réalité, on fait ces petits trucs du matin, et ensuite, on peut ouvrir son téléphone, qui évidemment est en mode avion pendant la nuit. Évidemment. Ah, évidemment. Et alors après, les gens me disent, ah mais oui, mais s'il s'est passé quelque chose. J'ai envie de dire, bon, t'as dormi 8 heures. Si il s'est passé quelque chose et que tu l'ouvres à 8h20, de toute façon, à l'échelle mondiale ou quoi, tu vas rien, ça va pas changer grand chose. Non. Ah, j'ai juste une petite anecdote. Je fais une petite digression, mais un enfant de 10 ans que je vois en séance pour rien à voir avec les écrans, enfin voilà, pour une petite difficulté, et donc une famille très bien, le père, la mère, les 2 enfants qui s'occupent bien de leurs enfants, enfin tout très bien. Et donc ils font très attention au temps d'écran de leurs enfants, pas d'écran, il a pas eu sa Switch avant 10 ans, enfin tout bien cadré. Et donc je reste avec le petit, on discute de tout ça, et là il me dit, oh, tu sais, j'aimerais bien avoir un jeu vraiment super, c'est mon papa qui l'a, il joue beaucoup avec, et je dis, ah bon? Il me dit, oui, moi j'ai prévu quand je serai grand, je l'aurai ce jeu. Et tu sais ce qu'il fait, mon père? Ben il met le réveil, et à 4h du matin, il se réveille parce que il a un jeu de stratégie, c'est un jeu de stratégie guerrière, parce que pendant la nuit, pendant qu'il dort, les Japonais ont joué et il a eu peur qu'on lui prenne ses territoires. Donc il a mis une sonnerie pour se réveiller. Et je me dis, mais c'est incroyable. Pourtant les parents ils font tout super bien. Ouais. Mais voilà ce que l'enfant il a attrapé et ce qu'il a retenu. Ah, c'est dingue. Je suis restée sciée. Et donc, tout ça pour vous dire, la peur de louper quelque chose, voilà, une notification. Bah, lui, il avait peur de louper les Japonais. C'est dingue. Voilà. Ce qui est très, très important, c'est de ne pas faire un écran juste derrière une tâche pénible ou embêtante ou routinière. Okay. Pourquoi? Parce que là, on va associer l'écran à un soulagement par rapport à la tâche. C'est-à-dire que déjà c'est super, alors c'est encore plus super. Et donc ce qui va faire que à chaque fois qu'on va se sentir un peu fatigué ou un peu ou avoir fait quelque chose d'un peu difficile, on va se dire que le truc le plus super derrière, c'est d'avoir un écran. Ouais, mais c'est voilà. ça. Donc c'est comme ça qu'on fait du conditionnement. Donc l'idée, c'est d'avoir un sas entre ça et l'écran. 30 minutes. 30 minutes, vous rentrez du boulot, et puis bah au lieu de vous mettre sur le fauteuil avec l'écran ou je ne sais quoi, faites-vous un thé, n'importe quoi, les enfants ils rentrent, ils goûtent, prennent un bouquin, une BD, j'en sais rien, et après les 30 minutes, ils font un écran. De la même façon qu'on ne va pas arrêter un écran pour faire un truc juste pénible derrière. Personne n'a envie d'arrêter pour aller faire le ménage ou ranger sa chambre. Donc, au final, il y a encore de l'espoir si on suit un petit peu ce protocole de déconditionnement, reconditionnement, réancrage dans le réel.
il y a encore une issue Oui, possible. et puis finalement, la vie, c'est quoi? La vie, c'est de la vivre. Sinon, on est derrière nos écrans comme si on voulait pas que la partie d'échec commence. Tant qu'on n'a pas poussé le pion, la partie n'a pas commencé. Donc, si elle n'a pas commencé, elle va pas se terminer. Ouais. Donc, on est là, comme ça, en attente. Et c'est comme si on menait sa vie vous savez, en prenant l'autoroute, quoi. On n'a rien vu. On a tracé, comme ça. On n'a rien vu de la vie. Vu du numérique, tout ça, mais on n'a rien vu de la vie. Alors que la vie, c'est prendre les petites routes. Mais Puis ça des fait fois, peur on de les se perd. prendre quand même. Ben, ça fait peur, mais c'est là où on découvre des choses, c'est là où c'est charmant, puis c'est là où on a des aventures, où on a des expériences. Il se passera jamais rien derrière vos écrans. C'est vrai. Mais c'est le principe, hein. C'est qu'il ne se passe rien. C'est le bunker idéal. Et vous disiez, il y a l'approche de je m'en rends compte et je fais le nécessaire, et puis il y a l'approche de je sais pas vraiment d'où ça vient, mais je fais en sorte de trouver les réponses pour mieux m'accommoder ensuite. Ben oui, quand on n'y arrive pas, on se fait aider. Ouais. Hein. Mais il faut accepter l'idée de comprendre. Vous savez, je vois aussi beaucoup de parents qui m'amènent leur enfant et qui attendent à la sortie, un peu comme on amène sa voiture, enfin c'est affreux ce que je dis encore là, mais comme on amène sa voiture au garage ou à nettoyer, puis à la fin il faut qu'il soit hyper impeccable. Et en fait, ça c'est une application. Mais une compréhension, ça nécessite plus de temps, c'est une démarche. Il faut éprouver les choses. Donc il faut accepter l'idée que ça prenne un peu de temps, de s'inscrire dans le temps. Et pour autant, il va pas y avoir une solution au bout du chemin. La solution, c'est le chemin. Donc à chaque fois que la personne va faire un pas, elle est déjà en train de solutionner. Et c'est très joliment dit, et c'est aussi rassurant, je pense, pour nos générations de se rendre compte que on n'est pas foutu, quoi. Il reste une possibilité de guérir de ce gros mot-là. Et de se dire il y a une issue, en effet, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais on le conscientise et puis on se dit moi j'ai envie de passer j'ai plus envie de me lever et de regarder mon téléphone, quoi. Enfin, je me rends compte que ça n'a strictement aucun apport dans ma vie, dans ce que j'apprends, même en termes d'un point de vue intellectuel, je n'apprends rien. Je suis juste spectatrice d'un truc qui est en boucle. Mais vous apprenez par contre à l'intelligence artificielle qui se nourrit de tout, de vous. Donc oui, ne soyez pas une génération sacrifiée. On a besoin de vous. Mais il faut pas être une génération sacrifiée. Et puis voilà, ok, il y a une super économie derrière, il y a un empire économique derrière. Bah oui, bah tant pis, il sera un peu moins grand si les gens acceptent de faire autre chose. Mais ça vaut le coup. La vie vaut le coup. C'est beau, et merci, parce que franchement j'ai appris des choses, je suis passée par des émotions qui étaient pas prévues au départ, et je pense que c'est aussi peut-être ma première pierre dans cette prise de conscience, de me dire j'ai du boulot, et pour en sortir il faut en effet regarder ça d'un peu plus loin, prendre du recul, voir à la tour et se dire ok, on a du chemin. Est-ce que vous auriez un dernier mot ou un dernier message à cette génération de trentenaires, de personnes plus jeunes, d'ados qui vont nous regarder dans ce podcast? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, je leur dirais d'être courageux, d'être audacieux, et que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Réveillez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Avec plaisir. C'était super enrichissant. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode des Gros Mots. Je nous souhaite, et je souhaite à cette génération et au futur un vrai reconditionnement et un déconditionnement. Et je vous souhaite à tous une belle et longue vie. Et à très vite sur les Gros Mots. En discutant avec Karine, j'ai compris que cet échange était bien plus qu'une conversation. En fait, c'est un appel. Un appel à être courageux, à regarder nos peurs et les défier, à se détacher du temps qui file et à vivre chaque seconde précieusement. Elle nous rappelle que la vraie vie ne se scrolle pas, qu'elle se touche, se sent, se vit. Les écrans ne nous connectent pas, ils nous coupent, de nous-mêmes, des autres. On devient accro, pas à la technologie, mais au vide qu'elle remplit. J'ai compris que pour vaincre ce mal de vivre, il faut suivre un protocole simple. Questionne ton rapport aux écrans. Identifie son origine. Trouve ce qui t'anime. Rédige ton plan pour aller vers cet objectif. L'étape 1 du plan, c'est débrancher l'écran et lever la tête. La suite, c'est foncer et vivre.
Et ça commence aujourd'hui.